Bonjour tout le monde. Donc, vous êtes aussi en première année d'infirmière, c'est ça. Bon, on va se présenter pour commencer. C'est moi qui parle, c'est moi qui vais commencer. Moi c'est Maël Le Floch. Je suis bientôt diplômé psychologue du développement, spécialisation handicap. Je me suis spécialisé dans l'autisme et je vais m'installer en libéral dès juillet pour recevoir cette population, notamment. Mais pas que. Donc voilà. Y a rien. Vas-y, allez-y, présentez. Guillaume Alemani, du coup je suis auteur conférencier en fait dans le domaine de l'autisme et diagnostiqué très tardivement, donc à 27 ans. Je suis auteur du coup de ces 2 livres que je vais vous faire passer du coup sur l'autisme. Et je vais vous présenter Virginie. Bonjour, je m'appelle Virginie. Okay. Ah oui, pardon. J'ai 58 ans, je suis autiste Asperger et je vais vous raconter le reste après. Et tout ce qui est théorie, donc je vais commencer à vous en parler dans un premier temps. Vous avez de la chance, vous avez déjà beaucoup de choses sur le tableau. Vous allez pouvoir prendre note si vous en avez envie. Voilà. Bon, tout d'abord, donc on va parler d'autisme. L'autisme, c'est considéré comme un trouble développemental. Pour les personnes Asperger avec autisme, toutes ne considèrent pas que c'est un trouble développemental, elles vont plutôt considérer que c'est une atypicité. Voilà, elles parlent de neuroatypie. D'accord ? Pourquoi ? Parce que ces personnes-là, elles ressentent effectivement un handicap lorsqu'elles sont entourées de personnes neurotypiques, mais pas forcément lorsqu'elles sont entourées de personnes qui ont une cognition similaire à la leur. D'accord ? Donc maintenant, je vais vous parler des critères diagnostiques de l'autisme. Donc on parle de diagnostic dans le DSM-5. Le DSM-5, c'est donc le manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux actuellement en vigueur. Voilà. Donc la diagnostic, le premier élément, c'est on doit trouver donc un déficit de la communication et des interactions sociales. Alors, et le deuxième point, des caractères restreints ou répétitifs des comportements et des intérêts. Je vais développer un petit peu. Donc, dans tout ce qui est déficit de la communication et des interactions sociales. Par exemple, on va percevoir que ces personnes peuvent avoir des difficultés dans les tours de parole. Ou par exemple, elles peuvent avoir aussi du mal à soutenir le regard. Certaines, pas toutes. On peut aussi relever d'autres particularités comme une absence de... au niveau de la prosodie, en fait, on va apercevoir une absence de modulation de la voix. Ou par exemple, au niveau des comportements non verbaux, elles ne vont pas s'en servir dans les interactions sociales. Par exemple, leur posture ne va pas donner d'informations. Lorsqu'elles vont percevoir celle des autres, ça ne va pas les informer de comment l'autre se sent, par exemple. Elles peuvent ne pas comprendre les mimiques faciales des personnes en face d'elles et ne pas en avoir. Je dis tout le temps, elles peuvent, parce que certaines personnes y arrivent. Il y a également d'autres points comme la pensée one way. C'est peut-être marqué dedans. Voilà. La pensée one way, c'était marqué là, ici. C'est le fait que les personnes elles restent fixées sur ce qu'elles sont en train de dire. Par exemple, si par exemple elles parlent d'un sujet que ça les intéresse, elles vont continuer et pas percevoir les signaux des gens à l'extérieur qui leur disent bon bah c'est bon, on peut changer de sujet. Voilà, elles sont trop fixées dessus. Elles peuvent percevoir des fois, mais elles ont très envie de continuer un sujet, elles vont rester dedans. Également, on constate souvent qu'elles parlent d'elles-mêmes, de leurs intérêts. Elles ont du mal à parler, par exemple, à tenir une discussion banale. Voilà. Donc maintenant, je vais décrire un petit peu ce que c'est que le caractère restreint ou répétitif des comportements et les intérêts. Par exemple, au niveau de tout ce qui est caractère restreint ou répétitif des comportements, on va relever par exemple des mouvements stéréotypés, répétitifs. Par exemple, une personne est contente ou stressée, elle va faire du flapping. Et ça, certaines peuvent avoir ça, mais pas tout le temps. Ou par exemple, on peut constater qu'un enfant va faire tourner les roues d'une voiture sans arrêt. Ça, c'est un mouvement qu'on va considérer comme répétitif, par exemple. Ce sont des personnes aussi, en général, qui ont une intolérance au changement, intolérance à la frustration.
elles sont assez inflexibles en ce qui concerne leur routine. Elles ont besoin que tout se passe de la même manière tout le temps. Voilà. Elles peuvent avoir aussi des troubles obsessionnels compulsifs. Nous en parlons. Voilà. Et quand je parle d'intérêt restreint ou d'intérêt spécifique, voilà, on utilise plutôt le terme intérêt spécifique, c'est moins péjoratif. Donc oui, elles peuvent en avoir. Par exemple, ça peut être des personnes qui vont avoir une énorme passion pour les cartes routières, une énorme passion pour les animaux, etc., etc. Et elles veulent parler que de ça, et ça les détend d'en parler. Et de faire des recherches là-dessus. Alors là, ça ne fait pas partie de la diagnostic, mais c'est très 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 fréquent, voire quasiment tout le temps. C'est l'hyper et l'hyposensibilité. Par exemple, ces personnes-là, elles peuvent avoir, par exemple, une hypersensibilité auditive ou une hypersensibilité visuelle. Vous voyez ce que c'est? C'est bon? Ou par exemple une hyposensibilité tactile. Elles ont besoin d'avoir des pressions fortes sur elles. Voilà, c'est... Maintenant, je vais vous parler de la prévalence, donc les chiffres. On considère en France qu'il y a une personne sur 100 qui est autiste, mais ça tourne plutôt vers une personne sur 65. Mais voilà, les chiffres actuels, c'est ça. Ce qui correspond, donc une personne sur 100, c'est 700 000 personnes à peu près autistes en France. Donc, on va dire qu'il y a deux grandes catégories d'autisme. L'autisme, même si c'est un spectre, hein, l'autisme avec déficience intellectuelle et l'autisme sans déficience intellectuelle. Avec déficience intellectuelle, il y a une fille diagnostiquée pour deux garçons. Pour deux garçons diagnostiqués. Et sans déficience intellectuelle, ce qu'on va plutôt considérer comme de l'autisme Asperger, même si le terme n'est plus utilisé dans le DSM-5, on va considérer qu'il y a une fille pour 9 garçons. Donc comme vous pouvez le voir, il y a une grosse différence entre le nombre de filles diagnostiquées par rapport au nombre de garçons diagnostiqués, parce que oui, il y a un sous-diagnostic, parce que effectivement, les premières études ont porté sur des groupes de garçons, d'accord? Et ces deux populations-là, donc ces deux groupes-là, filles et garçons, n'expriment pas forcément les mêmes traits autistiques ou pas la même intensité. Et donc les tests sont peu sensibles en fait aux traits autistiques exprimés par des femmes ou des filles. Donc pourquoi? Parce que en fait en général, je ne vais pas rentrer trop dans les détails, Virginie en parlera, les femmes et les filles développent plus de stratégies de camouflage. Elles vont avoir de meilleures capacités communicationnelles, relationnelles. On ne sait pas trop, mais je pense qu'il y a aussi la notion de l'éducation, où on demande aux filles d'être plus prosociales. Ça joue. Donc pendant longtemps, on a considéré qu'il y avait à peu près 70 à 80% des personnes avec autisme qui avaient donc une déficience intellectuelle. Mais là, comme en fin de compte, les critères pour diagnostiquer une personne autiste sont plus larges, on va considérer qu'il y a 50-50. 50% de personnes avec déficience intellectuelle, 50% sans déficience intellectuelle. Donc, par contre, il faut bien faire attention, ça je ne l'ai pas dit à l'autre groupe, mince. C'est pas parce qu'une personne a des traits autistiques très marqués, comme Joseph Skovalek, si vous voyez qui c'est. Bon. C'est pas parce qu'une personne a des traits autistiques très marqués, elle va pas regarder dans les yeux, elle va se boucher les oreilles, elle veut pas d'interaction, qu'elle a une déficience intellectuelle pour autant. C'est pas aussi parce qu'elle ne parle pas qu'elle a une déficience intellectuelle. Maintenant, je vais vous dire, mais pourquoi donc là, en fait, je suis dans une association comme les deux qui sont ici, hein, l'association Action pour l'autisme Asperger, et j'ai pu relever que des fois, les gens nous demandaient mais pourquoi se faire diagnostiquer? Mon autodiagnostic suffit. Ben, on les incite plutôt quand même à se faire diagnostiquer parce qu'auprès de la MDPH, s'ils veulent des aménagements, si ils et elles veulent des aménagements, il faut effectivement avoir un diagnostic, donc aménagement scolaire ou par exemple professionnel. Et également, pourquoi avoir un diagnostic, pas que un autodiagnostic donc, c'est parce que ça peut aider pour réduire un petit peu les jugements des proches. Parce que beaucoup de ces personnes-là, comme c'est une différence dite invisible, elles entendent souvent « mais non, tu n'es pas autiste, mais non, fais un effort, pourquoi tu veux pas aller là-bas, là il y a beaucoup de monde, fais un effort, rejoins-nous dans la fête, etc. » Enfin, je vous donne des exemples multiples et variés, voilà, je vous en parlerai. Voilà. Ça leur fait du mal, elles se font du mal. Elles ont besoin d'avoir ce diagnostic pour dire aux autres « mais non,
prenez-moi au sérieux, j'ai un handicap, en tout cas dans cette société. Et également, pourquoi ce diagnostic? Parce que ça peut leur permettre d'être plus indulgentes envers soi-même, être moins critique, avoir une meilleure estime de soi. Je vais laisser la parole maintenant à Guillaume. Oui, bonjour, du coup Guillaume Alimani. En fait, comme j'ai dit tout à l'heure, moi j'ai été diagnostiqué à 27 ans, ce qui est vraiment très tard. Et du coup, en fait, mon parcours que vous avez donc, dans les deux livres, donc, qui est décrit, en fait, sont très révélateurs de certaines choses qui ont en partie été dites ici. Alors quelque chose, donc je crois que non, ça tu l'avais mentionné, le retard français. Oui, c'est que en fait la France est très en retard concernant le diagnostic des personnes autistes par rapport à d'autres pays. Et du coup, moi je suis né en 1986 dans le Finistère, donc c'était très compliqué. Donc j'ai été diagnostiqué en 2014, mais ce qu'il faut savoir, c'est que le diagnostic de la première personne adulte autiste dans le Finistère par le CRA de Bretagne, donc Centre de ressources autisme, la structure qui gère à la fois les ressources et la ressource et la partie diagnostic en tant que telle, date, donc c'est de 2013, donc il n'y a que un an, même si j'avais été dans une autre situation, j'aurais été diagnostiqué par le CRA qu'un an avant. Il y a plusieurs choses. Il y a le fait que je sois verbal, que pour moi ce soit assez léger, sans déficience intellectuelle non plus. Et j'ai aussi un petit frère qui est autiste non-verbal, donc c'est vrai qu'il peut y avoir plusieurs formes d'autisme, et pendant très longtemps, on était focalisé sur l'autisme, ce qu'on appelle des fois autisme typique ou autisme lourd, et du coup pour mes parents, par exemple, l'autisme, c'est la même chose que c'est comme mon petit frère, en fait, c'est quelqu'un qui parle pas, qui est dans sa bulle, donc ça c'est un cliché qu'on retrouve assez souvent. Enfin voilà, c'est plusieurs choses. Et du coup, j'ai toujours eu en fait une différence, une incompréhension vis-à-vis de moi-même, donc une manière de me comporter un peu différente des autres. Alors c'était notamment sur la manière de m'habiller, parfois des petits soucis par rapport à l'hygiène ou autre. Je me rendais pas forcément compte de tout ça. Et comme l'a dit Maëlle, c'est l'hyperfocalisation sur des sujets d'intérêt restreint. Donc voilà, quand j'étais en primaire et que je parlais de sujets politiques avec des personnes qui parlaient à l'époque c'était Love Story, je crois, enfin des choses comme ça, c'est un peu compliqué. Du coup, je me suis tout le temps retrouvé en fait tête de turc de ma classe, en fait mis un peu de côté la personne qui subit la plupart des blagues ou autres. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il peut y avoir beaucoup de choses qui ne sont pas dans le diagnostic, mais provoquées par le contexte. Donc c'était, on va dire, dans mon cas, un état semi-dépressif constant dans la partie scolarité, pendant toute ma scolarité, ce qui était assez compliqué. Il y a aussi quelque chose que j'ai oublié de mentionner tout à l'heure, c'est que ça arrive souvent, donc on est des domaines dans lesquels on soit très bon, d'autres dans lesquels on soit très mauvais, et du coup moi j'ai été toujours très nul en orthographe, mais bon pour tout ce qui est mathématiques et tout ce qui est histoire par exemple, et du coup c'était compliqué c'est bizarre en fait quand on voit quelqu'un être très bon dans un domaine et pas du tout doué dans l'autre. En fait on classe la personne soit comme bête, soit comme intelligent, ou sinon quand il y a quelque chose comme ça, on dit c'est parce qu'il fait pas d'efforts pour telle ou telle matière. Donc comme j'ai déjà dit, donc moi j'ai fait ma scolarité dans les années 90, donc maintenant c'est mieux pris en compte. Et du coup j'ai eu un parcours assez compliqué, donc un échec scolaire. J'ai eu mon bac mais que à l'arraché parce que j'ai eu un problème au niveau de en gros, ce que j'ai dit donc tout le temps, en état semi-dépressif ou autre, c'est parce qu'il y a eu une réforme cette année-là, donc ils ont donné le bac à tout le monde, en gros, les bacs STT, en tout cas dans la catégorie dans laquelle j'étais, et après c'était encore pire, donc c'est ce que j'explique donc, dans les deux livres. En fait, j'étais du coup... j'ai essayé d'aller plus dans la fuite en avant, je me suis retrouvé par exemple,
Bon, je suis retourné en Asie du Sud-Est où j'ai fait pas mal de bêtises, on va dire, et puis en Australie, j'ai tenté d'émigrer en Australie et je me suis retrouvé SDF dans ce pays pendant quelques mois. Et c'était catastrophique. En fait, au niveau des... c'est assez compliqué, et pareil, à faire plein de petits boulots en usine, à pas réussir à trouver ma voie. En fait, le problème, c'était surtout le refus d'aller vers un diagnostic, donc le fait d'avoir une différence et de ne pas me connaître. Et le principal frein, c'est que je voyais que j'avais une différence, mais j'avais peur de ce que j'avais trouvé avec le diagnostic. Donc c'est-à-dire que ça aurait pu être, je sais pas moi, un problème psychique ou d'autres choses. Et aussi le fait d'être reconnu comme une personne en situation de handicap, enfin comme un handicapé, c'est très complexe par rapport à... Enfin, c'est vu comme dévalorisé dans la société. Et du coup... c'est compliqué, c'est une des explications aussi du diagnostic tardif, c'est-à-dire que la peur, je pense, d'aller vers les autres, de faire face à ces problèmes, la vision des autres. Le diagnostic m'a beaucoup aidé, donc c'est quand je me suis retrouvé en fait SDF que j'ai vraiment décidé qu'il fallait faire quelque chose. Je me suis du coup retrouvé, donc j'ai passé les tests, donc il y a eu la partie dure, difficile, c'était l'acceptation en fait du handicap, du fait d'être en situation de handicap, et du coup que le regard des autres, c'était un petit peu, c'est ça qui m'a le plus freiné. Par contre après, ça m'a permis à la fois de mieux me connaître, d'avoir des aides, sachant que, notamment l'allocation adulte handicapé, d'avoir des assos qui m'ont aidé pour beaucoup de choses, et c'était au final assez je recommande à tout le monde de faire quand même le diagnostic, ne serait-ce que pour se connaître soi-même, parce que même si s'il y a un problème quel qu'il soit et qu'on ne sait pas comment, que nous-mêmes en fait on ne sait pas ce que c'est, on n'avancera pas, donc c'est juste ça. Et ensuite je vais juste brièvement parler des points qu'on nous a demandé de traiter par rapport à ce cours. On nous a demandé de traiter des freins. Alors mon principal frein, moi, c'est l'incompréhension du monde général face à des comportements atypiques. En fait, c'est que je vais avoir tendance à avoir des fois des tocs, des choses un peu comme ça, et c'est des focalisations. Je vais jamais tenir mon regard. En fait, je vais parler à des personnes et des fois regarder derrière ou autre, et c'est très compliqué. Ensuite, c'est plus, je pense, l'environnement extérieur, parce que comme j'ai pas de déficience intellectuelle ou autre, par contre, ce qui me fait du bien, du coup, à l'inverse, qui permet d'avancer, il y a deux choses. La première, mais je pense que c'est pour tout le monde pareil, aussi les réussites, même dans la vie des fois de tous les jours. Donc le fait d'avoir validé après mon diagnostic une licence d'histoire en reprise d'études, ou d'avoir réussi à publier 2 livres et de donner des conférences en université, ça c'était quelque chose d'important. Et il y a eu aussi il y a ce qu'on appelle aussi des intérêts restreints ou intérêts spécifiques dont a parlé Maëlle. Donc le fait de me focaliser des fois sur certaines choses. Moi, par exemple, j'aime bien tout ce qui est géopolitique, histoire récente, histoire contemporaine ou sociopolitique, et le fait des fois de regarder un documentaire, de me plonger là-dedans, ça me fait oublier les soucis, et puis après ça, je suis mieux pour repartir. Et concernant la gestion de la différence, en fait, le plus dur, c'est l'aspect d'être vu comme une personne en situation de handicap. Ce qui peut m'aider, paradoxalement, c'est de mettre ça en avant, comme là, dans la sensibilisation, donc de contribuer à faire avancer les choses. Par rapport à ça, c'est d'en parler. Je trouve que c'est quelque chose qui est très, très important. Et aussi, donc ça, c'est le point peut-être le plus important pour vous, ce que j'attends des soignants. En fait, le détail, vraiment, ça va être la gestion en fait, des différents, l'explication en fait, voilà, des différents procédés. C'est-à-dire que si par exemple vous faites, je sais pas, une piqûre où il y a des médicaments, qu'on m'explique pourquoi c'est fait et que ce soit logique, que j'arrive à comprendre le fonctionnement, donc c'est une attente des personnes, une prise en compte de certaines hypersensibilités, donc moi ça va être au niveau du toucher notamment. Et puis tout ce qui est explication, ça, j'ai déjà dit plus ou moins, donc de cause à effet, c'est-à-dire
qu'on ne me donne pas un médicament et après que j'ai un problème et qu'on me dise ah oui mais c'était une possibilité, donc que ce soit expliqué en amont, ça va être le principal. Et aussi, alors dans l'idéal, comme on a aujourd'hui, c'est d'avoir que en fait le soignant s'y connaisse un petit peu concernant la personne autiste, donc comme ça il saura mieux réagir. Et aussi la principale chose du coup qui peut aider, donc ça globalement pour vous, si vous avez une personne autiste, c'est d'essayer de savoir, en tout cas une autiste Asperger qui a du coup des intérêts spécifiques, essayer de savoir quel est l'intérêt spécifique. Parce que parfois le fait de poser quelques questions et que la personne autiste commence à parler de ça et du coup va rester focalisée, donc comme Maëlle l'a expliqué, donc la pensée one way, ça va permettre nous de ne plus penser à la piqûre qui va arriver ou des choses comme ça, d'avoir l'esprit occupé par autre chose, et au final ça va mieux se passer. Ça c'est notamment pour les trucs dans lesquels il peut y avoir de la douleur ou autre, ou alors des choses gênantes. Ou la pensée one way, c'est par exemple, vous voulez changer de sujet, la personne, non, elle n'a pas fini de développer sa pensée, vous allez l'écouter jusqu'au bout. Et si par exemple vous êtes en groupe, vous êtes en train d'échanger, oui, vous changez de sujet, la personne est partie à autre chose, elle revient, elle s'en fiche d'où vous en êtes dans la conversation, elle va rester sur ce qu'elle est en train de penser, elle va vous couper et oui, vous allez devoir l'écouter. Et c'est important effectivement d'écouter la personne, parce que sinon ça la frustre trop. Oui. Vraiment, ça la frustre énormément. Et au niveau, ça c'est un problème des fonctions exécutives en fait. Et en fait c'est très dur, donc elle supporte pas du tout la frustration. Et au niveau émotionnel, ça gère pas du tout, il peut y avoir une attaque de panique. Allez. Désolé. Merci, je vais laisser la parole du coup à Virginie pour son témoignage aussi. Oui. Je prends mon papier parce que des fois je sais plus trop comment je m'appelle. Mais là aujourd'hui je me rappelle. Je m'appelle Virginie. Donc voilà, j'ai 58 ans, j'ai été diagnostiquée à 55 ans. Ce qui fait que j'ai passé une grande partie de ma vie à me sentir un peu bizarre et à pas trop savoir pourquoi. À me sentir un peu pas comme les autres, voilà. À galérer de boulot en boulot par exemple, et voilà, ça marchait pas, ça marchait, job alimentaire, j'arrivais, ça marchait bien, puis ça marchait plus, pareil dans les groupes d'amis, ça marchait bien et puis ça marchait plus, et voilà, à un moment on se dit ça va pas, je suis pas, pourquoi je me sens pas tout bien avec les autres, pourquoi je me sens pas comme eux, pourquoi au bout d'un moment ils m'aiment pas. Et puis on va au diagnostic. Alors j'ai pas dit tout à l'heure, mais je vais dire, on fait une rencontre. J'ai fait une rencontre dans le domaine professionnel. Une personne qui m'a dit je suis autiste Asperger, et je me suis sentie très très bien avec elle. Et je me suis dit tiens, il y a quelque chose là. Peut-être je suis comme ça aussi. Et c'est comme ça que je suis allée chercher le diagnostic, parce que en France, l'autisme Asperger a été découvert par Hans Asperger donc, en 1943 pendant la guerre, et redécouvert en 1981 par une chercheuse qui s'appelle Lorna Wing. Le temps, donc 1981, le temps que ça arrive dans le grand public, que ce soit connu, qu'on puisse dire ben tiens, telle personne. Vous voyez, quand je parle, j'ai l'air à peu près comme tout le monde. Voilà, le temps qu'on repère ces personnes-là, qu'on se dise ben tiens, il y a quelque chose, il faut peut-être faire quelque chose, c'est très long tout ça. Et moi, quand j'ai eu mon diagnostic et que j'ai dit aux gens ben je suis autiste Asperger, ah ben non, t'es pas autiste. Hein. Voilà, c'est très très long, et j'ai perdu le fil. Et je sais plus ce que je disais, j'en étais où? Tu disais les personnes, tu semblais pas crédible en tant qu'autiste pour eux. Si tu étais en train de dire ça. Ouais, c'est ça. Et après, voilà, donc vous savez pas ce que vous avez, vous vous sentez différent, et voilà, le jour où on vous fait un diagnostic, c'est à vous de le chercher déjà, parce que personne va vous dire tiens, t'es autiste Asperger,
Et voilà, le jour où vous avez le diagnostic, vous vous sentez beaucoup mieux. Tiens, Virginie, tu peux parler de ça? Le CRA, les... Ouais. D'accord. T'en as pas parlé? Si, mais voilà, pour le parcours, ça peut être intéressant. D'accord. En fait. Oui, ok. Ouais. En fait, le jour où la personne se dit, tiens, je suis peut-être aspi, parce qu'elle a rencontré, est tombée sur un site ou elle a rencontré un autre aspi ou quoi, elle se dit, ce serait peut-être intéressant d'être diagnostiquée. C'est très intéressant d'être diagnostiquée parce que on se considère plus comme dysfonctionnel, on se considère comme différent. Et c'est vachement mieux. C'est vrai qu'on peut avoir du mal à accepter, comme disait Guillaume, d'être handicapé. J'ai pas eu trop de mal. Mais le fait de savoir pourquoi on est différent et de savoir comment on est différent, ça soulage vachement, ça fait vachement de bien. Vraiment, moi je me suis sentie beaucoup mieux après ça. On fait partie d'un groupe, on peut rencontrer d'autres personnes pareilles, et ça fait vraiment beaucoup de bien. Donc pour ce diagnostic, c'est très compliqué. Normalement, il y a quelque chose qui s'appelle le centre de ressources autisme, mais pour les adultes, il y a 3 à 4 ans d'attente, par exemple en Ille-et-Vilaine. Donc là, vous vous dites, moi j'avais déjà une bonne cinquantaine à l'époque, je me suis dit, ben non, quoi, c'est pas possible d'attendre autant. Donc vous êtes obligé de vous tourner vers le privé, et ce que vous pouvez faire, c'est contacter par exemple moi je fais partie de l'association Action pour l'autisme Asperger. Quand une personne nous contacte, on l'aiguille vers des psychologues qui vont faire un pré-diagnostic. Il ne faut pas aller voir n'importe quel psychologue, il faut aller voir des psychologues qui ne sont pas trop axés psychanalyse, parce que ces personnes-là ne vont pas reconnaître. Ils vont pas reconnaître l'autisme Asperger en tant que tel. Il faut aller voir des psychologues plutôt qui sont sur d'autres, qui sont par exemple sur les TCC, thérapie cognitivo-comportementale. Et voilà, donc ils vont faire un pré-diagnostic qui sera confirmé par un psychiatre. Voilà, ça c'est pour le diagnostic. Je continue, donc voilà. Comment ça se manifeste? Alors chez les filles, c'est encore moins visible que chez les garçons. On est plus, comme disait Maëlle, on est plus prosocial. On nous a appris à être aimable, à être gentille, à être souriante. Donc c'est ce qu'on a fait. Et voilà, donc ça peut être carrément invisible pendant très très longtemps. On fait beaucoup d'efforts par contre, et on est très fatigué. Là, j'ai marqué. Ouais. Fatigabilité. Grande fatigabilité, parce qu'on fait énormément d'efforts pour, bonjour madame, on regarde les gens dans les yeux, mais c'est pas naturel. Donc on est très fatigué. Donc difficulté relationnelle, je viens de l'évoquer. Par contre, il y a un truc qui est beaucoup plus sympa, c'est les intérêts, moi j'appelle ça les intérêts spéciaux. C'est quelque chose qu'on peut définir comme des passions, mais qui sont beaucoup plus fortes chez nous, et beaucoup plus intenses, et qui nous apportent vraiment énormément de plaisir. Et voilà, ça peut être n'importe quoi, ça peut être depuis la naissance et durer toute la vie. Pour moi, par exemple, les orages, je suis passionnée par les orages depuis que je suis toute petite, et ça dure, quand il y a un orage, tout s'arrête, personne ne compte, c'est l'orage. Et c'est quelque chose qui peut vous venir aussi dans la vie avec des rencontres où, voilà, la première fois que j'ai vu un camion américain, j'ai eu un coup de foudre. Et depuis, je suis passionnée par les camions américains. Et ça peut aussi disparaître. Ça peut être un moment dans la vie, vous êtes passionné par ça, ça dure quelques années, puis boum, ça passe. C'est quelque chose... la vie intérieure des aspis est très intense. Ça se voit pas forcément, on est là. Mais il se passe plein de trucs. Au niveau des relations humaines, on aspire à avoir des relations très fortes avec les gens, à pas avoir forcément beaucoup d'amis, beaucoup de relations, mais à avoir des relations très sincères et intenses avec les gens. On est aussi on peut être très raide, avec un sens de la justice très raide, une grande naïveté. Par exemple, les demi-mensonges qui se passent entre gens neurotypiques, les
choses qu'on dit pas, les choses voilà, qui font que la vie en société se fait. Nous, ça nous choque. On a une espèce de... Voilà. Et quand on... du coup, les relations avec les neurotypiques peuvent être quelquefois difficiles parce que on peut considérer un petit mensonge que tout le monde trouve normal comme une trahison. Et là, c'est fini, tout est fini, c'est affreux. Pensez One Way, je l'adore, je le déteste, il m'a menti. Voilà, c'est des trucs comme ça. Quelque chose qui peut vous intéresser dans votre métier, c'est les particularités sensorielles. On peut être très sensible au froid, à la lumière, au son, ou pas, mais ça peut arriver. Et c'est pas du flan. Ça peut vraiment être douloureux. Par exemple, moi, je peux pas m'asseoir en face d'une fenêtre. Ou je peux le faire, mais pas trop longtemps, et c'est dur, quoi. Tu veux parler de tes lunettes? Ouais, j'ai des lunettes qui... alors, je sais pas comment elles sont, là. Là, elles sont... Ah non, ça va. Si je vais dehors, j'ai des lunettes lunettes de soleil. photochromiques. Je vais passer à ce qu'on attend des soignants. Parce que ça va vous intéresser, je pense. J'ai noté ici l'encart pour vous Oui. aider à s'écrire. Alors, ce que disait Guillaume, c'est super important. On a une espèce d'esprit logique, carré, et il y a peut-être des gens, je ne sais pas ce qu'on vous a dit par rapport à ça, il y a peut-être des gens qui vont être rassurés qu'on leur dise pas trop de trucs, prenez le petit cachet rose, ça va vous faire du bien, et puis voilà, tout va bien, il ne faut pas trop leur en dire. Mais nous, il faut tout nous expliquer. Vous allez prendre tel médicament, il y a ça dedans, alors évidemment, pas tout, si on n'a pas fait médecine, voilà. Mais prenez ça, ça va faire ça, et ça va vous faire du bien parce que. Si on n'a pas ça, on est tout affolé parce qu'on ne comprend pas, il faut qu'on comprenne. Ils ne sont pas dans le global, les personnes Asperger en tout cas, les personnes Asperger. Elles sont vraiment dans le détail, donc voilà, plus on leur donne d'informations, mieux elles se portent. En tout cas, il faut qu'on comprenne comment ça marche. Et là, on va être rassuré. Contrairement à d'autres personnes qui n'ont peut-être pas trop envie de savoir, quand elles sont malades, de quoi ils retournent, ce que l'opération va faire, ce que le médicament va faire. Nous, il faut qu'on sache. Sinon, on est tout... réaction particulière aux médicaments. On n'a pas parlé à l'autre groupe. Ouais, on n'en a pas parlé à l'autre groupe. C'est vrai que ça arrive. On peut avoir des réactions paradoxales. Par exemple, je pense à la codéine. La plupart du temps, les gens ont mal au cœur, ça les endort. Moi, ça me... Voilà. L'acupuncture aussi. L'acupuncture, il y a des gens... On a eu un exemple il n'y a pas longtemps d'une personne qui a été chez un acupuncteur, qui lui a placé des... Voilà, qui lui a dit « Oh, vous allez... En sortant de la séance, vous allez être très fatigué, vous allez avoir envie de dormir et tout. » La personne, après la séance, et pendant plusieurs jours après la séance, était survoltée. Impossible de dormir. Voilà. Donc on sait pas encore trop comment ça marche parce qu'on ne connaît pas le fonctionnement du cerveau, mais peut-être un jour on saura exactement pourquoi et comment on est un peu différent. C'est pas un drame, mais c'est pas tout à fait pareil, quoi. Donc ce qu'on attend des soignants, c'est de l'écoute et pas de présupposés, pas que vous sachiez ou pas si la personne est aspi, c'est d'être à l'écoute et de... Si on dit j'ai froid et qu'il fait pas froid, mais on a froid quand même, quoi. C'est vraiment d'écouter et de prendre en compte ce qu'on dit. Alors en plus, quand vous savez que la personne est aspi, c'est que vraiment ça peut être bizarre ce qu'on dit, mais c'est vrai. En général, on ment pas. On ment quand on est vraiment obligé. En général, quand on vous dit j'ai froid, c'est que vraiment on a froid, même s'il fait chaud. Et voilà. Et je vais le redire, c'est peut-être pas bien, mais il y a quelque chose de la part des médecins. C'est jamais arrivé pour moi avec des infirmiers ou des infirmières, mais il y a quelque chose de la part des médecins qui est assez insupportable, de la part surtout de grands médecins, entre guillemets, qui ne sont pas des grands médecins, c'est l'arrogance. Et ça, c'est insupportable. Je sais ce que tu ressens parce que moi, je suis médecin. Et j'ai fait plein d'études. J'ai fait 10 ans d'études, tu te rends compte? Donc, je sais ce que tu ressens. Et ce que tu me dis, c'est pas vrai. Là,
La personne aspi, elle va soit se renfermer comme ça, soit devenir fort désagréable. Et sans complètement. Et ça va être fini. Et il n'y aura pas d'alliance thérapeutique ou de quoi que ce soit. Est-ce que vous avez des questions? Ah, ça, tu peux parler de ça, ça va dans Ah ce que oui. je viens de dire. Impulsivité, bah oui. Bah oui, par exemple, le médecin, Ah oui, qui est quand, qu'est-ce qui se passe? Bah, Bah, il prend cher, quoi. ouais, il prend cher. Le dernier médecin qui m'a fait ça, elle a eu mal aux oreilles. Ah, et c'était... Pourtant, je suis... Voilà. Ouais, je suis gentille. En vrai, je suis gentille. Et par rapport à ça, on dit souvent qu'il y a un déficit de théorie d'esprit, mais j'aimerais bien avoir ton opinion par Ah. rapport Alors, ça. théorie de l'esprit. Théorie de l'esprit, c'est de se mettre... J'ai un peu de mal à parler de la théorie de l'esprit parce que je dois avoir un vrai déficit, mais c'est difficile pour moi de m'en rendre compte. Théorie de l'esprit, c'est que je me dis, toi, la personne en face, tu penses pas comme moi, tu réagis pas comme moi, tu réfléchis pas comme moi, etc. Et c'est très compliqué pour nous. Super compliqué. Est-ce que vous voyez ce que c'est que la théorie d'esprit? Ok. Je vais expliquer rapidement. Ouais. La théorie d'esprit, c'est la capacité de la personne à comprendre les états mentaux d'autrui et à pouvoir prédire ses comportements. Comprendre ses propres états mentaux, comprendre ceux de l'autre en fait, et de prédire ses propres comportements à soi, et voilà, et ceux des autres. Et donc en gros, c'est la capacité à comprendre, à prendre en compte les différents points de vue. C'est pas parce que nous, par exemple, on ressent quelque chose dans une situation que l'autre en face c'est pareil. Voilà, ça c'est la théorie de l'esprit et ça s'acquiert vers 4 ans. Voilà. Et donc, on dit souvent que les personnes autistes ont un déficit de théorie de l'esprit, mais en fait, Virginie va vous donner sa version. Alors en fait, le truc c'est que mentalement, intellectuellement, je sais parfaitement que la personne en face comprend les choses différemment, ressent les choses différemment et va réagir différemment. Sauf que dans le feu de l'action, dans la vie, dans la vraie vie, je sais plus rien. Je pense, je crois qu'elle va réagir comme moi. Parce qu'il y a une différence entre penser, connaître et vivre les choses, quoi. Quand on est en train d'interagir, on oublie ça parce que c'est pas intuitif pour nous. C'est juste intellectuel, c'est juste qu'on l'a appris dans les livres. Et c'est moins dur entre personnes aspi. Et alors voilà, effectivement, entre personnes aspi, d'un aspi à l'autre, on est beaucoup plus pareil. C'est comme, je sais pas, des personnes d'une autre culture, mais des cultures de japonais, ils vont plus. C'est une culture vraiment très différente, il n'y a pas que la langue. Ils vont beaucoup plus être à l'aise l'un avec l'autre, ils ont plein de codes en commun que de français. Enfin, qu'un français et un japonais. Et c'est pareil, quoi. C'est vraiment une espèce de culture. Et donc la théorie C'est pas une culture, mais du coup, ça produit un peu les mêmes effets. Et donc la théorie d'esprit, pour simplifier, c'est la capacité à se mettre à la place de l'autre. C'est pas de prendre son esprit et de le mettre dans le corps de l'autre, c'est pas ça. Hein. C'est vraiment de se dire avec comment est l'autre dans sa tête, ce qu'il a vécu, son environnement, etc. Comment est-ce qu'il est susceptible de réagir. Alors je répète, on peut le faire au calme. Assis derrière... moi je peux le faire assise derrière mon bureau, je peux m'interroger, cette personne que je connais, je pense qu'elle va réagir comme ci, comme ça, comme ça. Mais si on est en interaction, là, si on est en train de bavarder, ou pire, de se disputer un peu, machin, là c'est fini, on peut plus. Ouais, c'est fini. Ah bah tiens, On comprend plus rien. juste pour rebondir, la pensée one way, quand les personnes sont en train de se disputer, par exemple, et qu'il y a une personne Asperger dans le tas, et ben elle va suivre sa pensée, c'est impossible de la faire changer en fait d'avis. Il y a une certaine psychorigidité en fait. Et alors dans ces situations-là, par exemple, en tant que soignant et soignante, si vous voyez qu'une personne ne veut pas un soin, surtout ne la touchez pas. Voilà, vous regardez, vous essayez de ne pas faire de bruit, vous ne bougez pas, vous attendez que ça se passe. C'est important. Hein. C'est Oui, un aspi énervé, c'est pas rigolo. Hein.
C'est très con. Et non, 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 non. Oui, mais ta, non, 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 voilà. C'est le cerveau qui se bloque en fait. Et ouais, ça tourne et il n'y a plus d'accès. Qu'est-ce qu'il y a d'autre encore à dire J'aurais pas dû dire ça comme ça. Ah si, c'est bien. On peut effacer? Ah non. Visibilité, t'en as parlé. Ah oui, vous pourrez aller voir si vous voulez des vidéos de Julie Dachez. D-A-C-H-E-Z. C'est une docteure en psychologie sociale. Et vous pourrez également aller voir les vidéos de Guillaume. En fait, ouais, c'est Guillaume Alemany, donc A-L-E-M-A-N-Y, comme sur le livre, en fait, moi, c'est des vidéos, ça va un peu plus dans le détail. C'est par exemple, Julie Dachez a fait une vidéo sur les hypersensibilités, et moi, c'est plus, il y a 5 vidéos, par exemple, sur chacune des hypersensibilités, mais il y a aussi quelques vidéos sur la ville de Saint-Malo, par exemple. Sur ma chaîne, j'ai pas que de l'autisme, mais il y a certaines vidéos spécifiques à l'autisme, quand même. C'est pas longtemps que le montage est pas top parce que ça fait pas très longtemps que je suis sur YouTube. Je sais pas si... Est-ce que tu peux parler pour toi de ce point-là, si tu en as envie? Ah, difficulté de compréhension secondaire. Mais moi c'est compliqué, c'est qu'en fait on dit que les personnes autistes ont du mal avec l'ironie en général, et que en fait les gens prennent tout au premier degré. Alors ça peut être le cas parfois, mais la différence c'est que moi ça va être... c'est que oui, beaucoup de personnes du coup vont pas comprendre les blagues et moi je vais plutôt surrajouter. C'est-à-dire que je vais aller beaucoup trop loin dans l'ironie. C'est-à-dire que parfois... comment je fais... Alors l'exemple que j'ai mis, ça c'est dans le projet de livre avec Isabelle Hainaut, dans le prochain livre, que je cite, c'est que quand j'étais en reprise d'études en histoire, il y a eu les attentats de Paris comment du coup les gens, et ça rejoint un petit peu aussi, je pense, la théorie de l'esprit ou autre, j'avais du mal à... j'avais pas remarqué qu'en fait tout le monde était choqué, parce que pour moi c'était une info qui était passée, et quand les gens m'ont demandé comment s'était passé mon week-end, j'ai dit avec quelques potes, on est allé à Paris avec des explosifs, des kalachnikovs, on a un peu déconné. Et en fait, c'était c'est parti très... il y a certaines personnes qui l'ont vraiment très mal pris, et c'est parce que moi, c'était vraiment... c'est ironique, c'est très ironique, et on a... Et voilà, des fois, je vais avoir tendance à en faire trop, quoi. Oui. Mais c'est ça. Et à l'inverse, ça peut m'arriver parfois de réfléchir quand il y a un jeu de mots, à savoir si c'est vrai ou pas, plus que quand ça paraît logique. Donc il y a un double tranchant, mais moi ça va plus être faire trop et pas me rendre compte que... Et je voulais rajouter un autre point aussi. En fait, dans les médias, dans les films, tout ça, tout ce qu'on peut voir, on met alors, c'est très médiatisé l'autisme parce que ce sont souvent des personnes qui excellent dans certains domaines. Par exemple, ça peut être les mathématiques, ça peut être la médecine, ça peut être l'histoire, géopolitique ou autre, hein, voilà. Et on se dit, oh là là, elles sont trop douées en fait, ces personnes, elles sont... mais en fin de compte, elles sont pas toutes HPI, elles sont pas toutes au potentiel intellectuel. Et c'est juste un point que je voulais préciser. Des fois, il y a des gens qui ont un QI dans la norme. Ça, c'est con, mais... c'est ce qu'ils aiment bien mettre dans les films et tout, comme Good Doctor, qu'est-ce qu'il y a d'autre encore, Rayman, au potentiel intellectuel. Ils sont pas oui, puis quand j'ai parlé des harmonies cognitives, ça c'est comme ton cas, si je veux bien j'en parle. Hein. Oui. C'est le fait que, par exemple, tout ce qui est intelligence cristallisée, je pourrais dire... explique ton fonctionnement un petit peu, mais je veux dire c'est désharmonique, c'est-à-dire que les personnes ne vont pas exceller dans tous les domaines. En fait, oui, c'est-à-dire que moi je vais être spécialisé quand il y a une discussion comment politique ou alors comment politique, géopolitique, sociopolitique et tout ça. J'aime bien par exemple suivre les cours de tout ce qui est matière énergétique, regarder les cours du pétrole de certaines entreprises, ça peut aider pour investir, on va dire, pour des petites choses comme ça, mais c'est très très compliqué. Je vais pas... En fait, quand je vais expliquer ça à une personne et je comprends pas quand une personne ne s'intéresse pas à la géopolitique,
alors que je comprends pas qu'en fait ce soit pas passionnant pour tout le monde. C'est ça, c'est la politique, la géopolitique. Beaucoup de personnes vont être soit en fait ennuyées par ça. Et moi au contraire, moi je trouve qu'à la télé il devrait limite y en avoir presque plus, alors que les gens disent on parle que de ça, c'est pas très bien. Enfin, c'est ça qui est compliqué. Et ce que je vais avoir tendance, c'est du coup à essayer d'expliquer aux gens, mais quand certaines personnes aiment pas forcément ça, ils ont pas trop envie qu'on leur explique un peu plus, parce que je vais avoir l'impression que c'est parce que la personne n'a pas compris, et enfin c'est comme ça. Et par contre, ce qui est bizarre, c'est que ça me fait l'inverse pour d'autres choses. C'est-à-dire qu'il y a des personnes autistes qui sont fans des fois d'un sport, fans d'un je sais pas, de quelque chose d'artistique ou de la peinture ou autre, et moi je vais trouver ça totalement désintéressant. Enfin, et je vais même pas forcément essayer de beaucoup me focaliser dessus, quoi, d'apprendre les choses. Et ça, c'est un élément important, c'est un élément qu'on retrouve énormément chez les personnes autistes, de ne pas comprendre, d'être très doué dans un domaine, de tout comprendre dans un domaine, mais d'être très nul dans d'autres. Donc j'avais parlé tout à l'heure que moi j'avais un profil plutôt un petit peu matheux, mais plus c'était historien. En fait, c'est l'analyse de faits, d'événements. Et puis que du coup, quand j'étais petit, je comprenais pas que les gens n'aiment pas ça, et à l'inverse, j'ai du mal à comprendre l'attrait pour la mode. C'est-à-dire que moi, je vais juste être assez d'une manière bateau. Genre, je sais que chemise et un pantalon un peu comme ça va quand c'est pour faire une conférence. Mais s'il y a un nouveau truc ou comment des mélanges de genres, du style des polos ou des choses comme ça qui sont à la mode, qui sont nouveaux, je vais pas comprendre l'intérêt. Et c'est pareil aussi, je vais m'habiller plus pour, à la base, plus pour l'aspect pratique que esthétique. Donc, au niveau des matières, au niveau des choses comme ça. Est-ce que vous avez des questions? Attention, c'est... Oui, oui. Forcément, avec le côté psycho, ce qui m'intéresse au niveau du handicap, c'est que votre avis sur le fait que justement les troubles psychiques sont de plus en plus pris en charge au niveau de l'enfance en ce moment, donc tout ce qui est parcours scolaire, etc. Alors que par contre, arrivé à l'âge adulte, sorti de la scolarité, il y a, pour moi en tout cas, il n'y a rien en fait, qui rentre dans le milieu du travail et les gens sont noyés, ils ne savent pas ce qu'ils peuvent faire et du coup, je me retrouve avec des adultes qui justement tendance à avoir C'est pour ça que je vais avoir du boulot. Je vais m'installer en tant que psychologue en libéral. Et donc je vais recevoir la population autiste, en général, de préférence sans déficience intellectuelle, et les adultes ou les ados. Voilà. Et oui, il n'y a pas grand-chose de mis en place, et c'est pour ça qu'il y a vraiment besoin de ce diagnostic pour pouvoir espérer quelques petits aménagements. C'est... que sur la scolarité, quoi, tu veux en parler? C'est pour ça qu'il y a des associations qui se saisissent du truc. Et par exemple, l'association Action pour l'autisme Asperger a aussi une antenne qui s'appelle AspiJob pour aider les gens soit à trouver du boulot, soit à rester dans leur boulot. Parce que, voilà. Et moi, je fais pas ça parce que moi, pour moi, le boulot, c'est vraiment... un gros problème, ça a été un gros problème, maintenant je travaille plus. Mais l'asso fait ça, c'est-à-dire qu'elle s'adresse aux gens qui cherchent du boulot, aux gens qui sont en emploi et aux entreprises. J'ai marqué ça. Il y a aussi une décorrélation juste des priorités, c'est-à-dire qu'il y avait eu d'abord la priorité pour le handicap plus lourd, donc depuis 2005, on a commencé à créer des places en fait en médico-social, par exemple des ESAT, des IME, des choses comme ça. Ensuite, il y a eu, alors là on est au 4e plan, donc le 3e plan autisme, là donc les politiques spécialisées sur l'autisme, c'était clairement les enfants avec pas grand-chose pour les adultes, et le 4e plan est plus consacré aux adultes, mais il commence à peine à être mis en place. Donc il commence à y avoir des choses, mais c'est vrai que ça prend du temps. Et il y a aussi le retard français que j'ai dit, c'est qu'il c'est accompagné d'un certain conservatisme au niveau
que ce soit des entreprises ou autres. Enfin, c'est plus compliqué. Comme la personne autiste, un des problèmes aussi, c'est que on va avoir souvent des qualités, mais un mode de fonctionnement un peu particulier. En fait, je cite souvent, je ne sais pas si vous avez vu le film The Big Short, le casse du siècle, en plus il est marrant, même pour les gens qui n'aiment pas l'économie et tout. Ça parle de la crise de 2008 et des quelques personnes qui l'ont vu en amont. Et on voit Mike Burry, qui a un Asperger, en fait, qui a réellement existé. Donc le film est romancé, mais tiré vraiment de faits réels, comment c'est un trader vraiment excellent qui a vu que l'immobilier américain allait s'effondrer, ce qui a provoqué la crise des subprimes, parier à contre-courant. Et en fait, il est tout le temps en short, avec un vieux t-shirt, en écoutant du métal, en même temps qu'il fait du trading. Et ça, c'est quelque chose... alors, c'est parce qu'il a des capacités, comme il a eu des excellents résultats, que c'est accepté. Et je pense qu'aux États-Unis, c'est un peu plus accepté qu'ici. C'est ça. Et du coup, vous aviez une question aussi ? Oui, à partir de quel âge on peut faire le diagnostic ? Le diagnostic. Alors, en fait, ça peut être quand on est bébé, déjà... Enfin, pas pour... Il y a des signes précoces en fait. Oui. Vas-y, continue. Oui, c'est ça, c'est-à-dire qu'en fait, c'est ce que je dis souvent dans mes conférences quand j'explique un peu l'autisme, c'est qu'en fait on voit alors c'est que les enfants au tout début, je crois que c'est de 3 à 6 mois, vont être focalisés sur leur environnement, donc en fait copier ce qui bouge et après vont se focaliser sur les autres personnes adultes. Et pour les personnes autistes, il y a certaines qui vont rester focalisées un peu plus longtemps sur les personnes... Ça peut être des enfants effectivement qui, par exemple, ça peut être sur l'environnement. on peut avoir quelques signes, hein. Ça va être des enfants par exemple qui ne va pas chercher à le regard de l'autre, qui va par exemple pas sourire au regard de l'autre. Et c'est des petits signes comme ça où... ça peut être des bébés qui pleurent énormément, mais il y a beaucoup de signes et il faut vraiment attendre un petit peu pour... c'est au fil du temps en fait qu'on peut effectivement poser un diagnostic d'autisme. Parce que comme le cerveau de l'enfant il est vraiment en construction, on ne sait pas si c'est juste un retard en fait au niveau de tout ce qui est sociabilité et tout ça, ou si vraiment il prend le chemin de l'autisme en fait. Vous voyez ce que je veux dire ? Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme signe ? Ça peut être un enfant qui fait... Alors là pour les enfants, on peut constater des fois du mutisme sélectif. Le retard de la marche. Ouais, il y a ça aussi. Il y a la sélectivité au niveau des aliments. Il peut y avoir l'hypersensibilité ou l'hyposensibilité sensorielle. Il peut y avoir des enfants qui ne cherchent pas à jouer avec les autres. Enfin, il y a énormément de signes. Et c'est assez compliqué de pouvoir poser effectivement un diagnostic chez les enfants. Chez les adultes en fait, en tout cas même chez les ados, ce qui est plus simple, c'est qu'effectivement on prend en compte tout son développement, toute son anamnèse, tout le développement de l'enfant, et on voit le développement par le comportement actuel de la personne. Et donc c'est plus simple, parce que là on a plus d'éléments. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Mais du coup, c'est vrai qu'on ne peut pas répondre. En fait, ce qu'on peut dire, c'est qu'il peut y avoir des éléments vers le diagnostic depuis tout petit, mais que je pense que c'est quoi ? C'est 3 à 5 ans en général quand on peut être beaucoup plus sûr. Je pense à partir de 3 ans à peu près. Oui, enfin même déjà vers 18 mois, on a des petits signes, si déjà il n'y a pas de babillage, mais des fois il peut y en avoir quand même, ça dépend vraiment de l'intensité des traits en fait. Oui. Donc on va dire que pour l'autisme Asperger, ça peut être décelé vers 11 ans, mais pas trop avant. C'est des enfants qui ont des difficultés de sociabilité, et par exemple. Ouais. Même mon petit frère qui est considéré comme autiste vraiment très profond, qui est non-verbal, lui il n'a pas été diagnostiqué avant la maternelle, c'est-à-dire qu'en petite section, on a vu qu'il y avait un retard, donc il a redoublé une classe en maternelle, et après il a été dans des instituts spécialisés, alors que c'est vraiment, comme je vous ai dit, quelque chose de très lourd. En fait, il avait un retard énorme au niveau de l'hygiène, au niveau de la parole, enfin il y a beaucoup de choses. Il y a aussi, par exemple, tout ce qui est hyperactivité, TDAH. À l'école, l'enfant ne va pas se concentrer vraiment, mais il essaie de faire des efforts, il est complètement perdu. On lui demande d'aller chercher par exemple un classeur de maths, il va se ramener avec celui d'histoire, les autres vont se moquer de lui, etc. Voilà, c'est un enfant qui est assez mis de côté. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Il peut ne pas avoir de difficultés scolaires particulières en fait.
C'est, il peut faire, oui, des très grosses crises de colère. Des très très grosses crises comme un enfant de 3 ans qui se roule par terre. Ça peut arriver. Mais voilà, c'est un ensemble de symptômes en fait. Voilà. Ce qui est embêtant avec l'autisme, c'est qu'effectivement, il y a tellement de symptômes possibles que voilà, ça reste très vague, toujours. C'est un enfant qui, effectivement, quand on va lui parler, va pas chercher à nous répondre, forcément. Il y en a qui peuvent répondre, hein, voilà. Vous voyez ce que c'est que le mutisme sélectif? Oui, c'est bon? D'accord. Mais c'est pas parce qu'un enfant a un mutisme sélectif que pour autant il est autiste. Ça peut être juste le signe d'une très grande anxiété. Mais la très grande anxiété est aussi un symptôme d'autisme. Vous voyez ce que je veux dire? C'est compliqué de poser un diagnostic. Ou ça peut être aussi un signe de maltraitance, mais pas ça. Voilà. Hein, sinon je vais continuer mon récit et que ça va pas finir. En théorie c'était moins quart, on est arrivé. Ah oui, il est temps de vous lâcher. On a fini à peu près là. Mais sauf s'il y a une dernière question vite fait. Oui. Au niveau de la prise en charge. Alors en fait, ça va dépendre totalement du type d'autisme, du niveau, du degré d'autonomie ou autre. Parce que pour mon petit frère, par exemple, c'était comme le handicap lourd, donc c'était plutôt type IME. Ah oui, je Oui. pensais que tu parlais des niveaux 1, 2, 3. Non, enfin moi c'est plus par rapport au degré d'autonomie. Donc certaines personnes, ça va être comme les personnes qui ont des déficiences intellectuelles. Lui, il y avait, je sais, des trisomiques dans ces groupes, par exemple à l'IME et dans les CESAD. Par contre, pour une personne Asperger, souvent on va essayer de maintenir dans la scolarisation avec ce qu'on appelle des AESH, donc des personnes qui vont les aider. Il va y avoir aussi les assos qui vont mettre en place des groupes d'habilité sociale, différentes choses comme ça. Et sinon, il va y avoir aussi il peut y avoir je sais pas, des SAVS par exemple à l'âge adulte pour les plus autonomes. Donc ceux qui peuvent travailler en milieu ordinaire, donc des gens qui vont les aider pour leur autonomisation, pour faire les démarches administratives ou autres, ou aider pour leur projet de vie. En fait, ça va dépendre vraiment totalement du degré d'autonomie. Moi, par exemple, en dehors de la hache, j'ai pas vraiment grand-chose. Je participe juste une fois par mois, pardon, à un café Asperger avec d'autres adultes autonomes. Et il y a certains aspects aussi qui ont du mal avec les notions d'argent, qui vont être sous curatelle ou tutelle, mais ça dépend vraiment totalement des personnes. Donc, moi, je suis pas, par exemple, concerné par ça. Je vais être au contraire trop carré. C'est pour ça qu'on parle de spectre. Hein. Parce que, telle personne a des difficultés là. Ah non, l'autre, elle excelle dedans, etc. Donc, on ne peut pas vous donner un profil type. Et pour la question juste diagnostic de l'enfant, en général, les petites filles sont plutôt introverties. C'est en général, hein, très introverties. Et les petits garçons plutôt très bagarreurs, c'est ça? Mais c'est en général. On peut avoir l'inverse aussi. Hein. Mais ça donne pas beaucoup d'informations parce que c'est des extrêmes à chaque fois. Bon, voilà. Mais c'est en termes de stats. Hein.